Salut Félix. Bonjour Alors, Mario. ta chronique est presque une chronique hockey ce matin. Oui, parce que on va parler du procès d'Équipe Canada junior qui entre, ma foi, dans une phase très importante, hein, puisque c'était le témoignage là, de la victime alléguée hier. Et puis, nos journalistes du Journal de Montréal qui sont sur place pour couvrir ça font un très bon travail de nous relater ce qui s'est dit devant le tribunal. Je vais vous proposer le texte d'Antoine Lacroix, vous le citez d'ailleurs, puis demander aussi à ce que, pour un instant, vous vous placiez dans la tête d'un parent en écoutant ça. Vous allez voir, ça fait mal, ça arrache, c'est difficile à entendre et ça démontre aussi quelle est la culture toxique que l'on a décrite longuement autour du hockey pendant des années. Alors, on sait, hein, plaçons le jeu. Donc, la victime rencontre à London, là, en Ontario, après une fête, là, un des 5 hockeyeurs qu'elle va suivre dans une chambre d'hôtel. Elle va avoir bu avant cette rencontre-là, bu beaucoup d'ailleurs, une dizaine de consommations, dont des shooters, raconte-t-elle. Elle l'affirme, elle est enivrée, elle est en état d'ébriété. Elle va dire qu'elle était sur un peu le pilote automatique. Elle avait 20 ans au moment des faits qui sont reprochés aux 5 accusés. Bon, alors là, je sais pas assez l'affaire des consommations alcoolisées, des shooters. Elle fait la connaissance d'un des accusés, Michael McLeod. Elle va se retrouver dans sa chambre d'hôtel à l'hôtel Delta. Ils ont une relation sexuelle consensuelle, mais après cette C'est vraiment le relation-là, après, là. Hein? ah, c'est horrible. Écoute, donc elle s'attend à passer là-bas. La nuit là-bas, elle n'avait pas vraiment d'attente, raconte-t-elle devant le tribunal. Euh, et là, elle remarque que donc le hockeyeur avec qui elle venait d'avoir une relation sexuelle, s'était rhabillé puis elle était sur son téléphone et elle attendait de voir ce qui allait se passer. Peu après, un à un, des hommes ont commencé à faire irruption dans la chambre d'hôtel. Elle était, je cite, sous le choc, inconfortable, elle comprenait pas ce qui se passait. Les détails sont un peu flous pour le reste, mais elle se rappelle qu'une couverture a été déposée au sol et qu'on lui a demandé de s'y allonger. Dans la chambre se trouvaient aussi des bâtons de golf. Et certains hommes présents, se rappelle-t-elle, ont commencé à se demander qu'est-ce qu'ils étaient pour faire avec les balles de golf et s'ils étaient capables aussi avec les bâtons de golf de s'en servir pour avoir une relation sexuelle avec des objets. Disons ça comme ça. Elle dit, j'étais nue, saoule, vulnérable, j'avais peur, je savais pas où ça allait me mener. Et les hommes présents ont commencé à se moquer d'elle. En plus, ça semblait être une blague, dit-elle. Pour eux, elle se sentait intimidée, savait pas comment réagir. Et à un moment donné, elle a été forcée de pratiquer du sexe oral sur les 3 hommes en même temps. Les autres personnes criaient, encourageaient. Écoute, elle a fait ce qu'elle dit, un shutdown. Elle s'est coupée de tout. Puis elle a laissé son corps faire ce qu'elle devait faire pour être en sécurité. Et puis donner à ces hommes-là ce qu'ils voulaient, des hommes qu'elle ne connaissait pas. Et puis voilà, tu sais, regarde Mario, la question dans ça, là, On est bon, mais on est vraiment à deux mains dans des gens là, qui se sentent tout permis. Moi, c'est toujours cette notion de ben oui, gens qui se sentent tout permis. ouais. Leur volonté, la volonté en fait, la vie des autres doit être soumise à leur volonté. Tout leur est dû, tout est permis. C'est vraiment l'image que ça dégage. Et leur désir prime sur le désir des femmes, bien que ces désirs, là, soient beaucoup empruntés à l'iconographie, là, de la pornographie diffusée sur des sites là, comme Pornhub et tout ça, puis les femmes doivent s'y soumettre. Alors, on est vraiment devant ça. C'est ce qui glace le sang en écoutant ce récit-là. Toujours gardez en tête si c'était votre fille. Je comprends que c'est aussi même que ça soit n'importe quelle femme, mais gardez en tête si c'était votre fille qui a subi ça. Puis je te note au passage aussi, Mario, que, bon, tu sais, pour revenir sur des faits plus objectivement judiciaires qui sont en cause dans ce procès, c'est la question, bien sûr, du consentement. Alors, avec ce témoignage-là, on verra ce que les jurés en pensent. Est-ce que ils penseront que son consentement a été vicié pendant l'acte? On va les laisser évidemment choisir. Puis à cette étape-là, ça serait bien hasardeux, même illégal, de supputer sur leur décision. On peut pas d'ailleurs. Ouais. Par Donc contre, là, on comprend que les 5 co-accusés ont chacun un avocat.
Est-ce qu'ils vont chacun la contre-interroger? Ça va être assez délicat comme opération, le contre-interroger une victime comme ça. Ça peut te revenir d'en face assez raide, hein? Oui, ça peut. Oui, parce que d'abord, tu peux... tu sais, la première des choses que tu peux faire, c'est atteindre cette jeune fille-là, plus qu'elle est déjà atteinte dans la salle d'audience, pour des considérations réputationnelles aussi. Si les avocats pensent à leur carrière, là, ils peuvent la démolir aussi dans un contre-interrogatoire. Ils peuvent devenir la bête noire de tous les Canadiens, Canadiennes qui liront ce qu'ils ont, la manière dont ils ont contre-interrogé dans le journal. C'est pour ça d'ailleurs que majoritairement les avocats de la défense dans de telles situations se comportent très élégamment, avec beaucoup d'empathie puis de respect pour la victime alléguée, même s'ils défendent son présumé agresseur. De toute évidence, Mario, moi, il y a une question qui m'achale là-dedans, mais qui m'achale, qui me rebute, qui me heurte. Les fameux vidéos de consentement. Je te l'ai déjà dit, moi, j'ai déjà entendu parler de ces fameuses affaires de vidéos de consentement, là. Il y en a qui ont été montrées aux membres du jury, où on voit la victime alléguée affirmer être, je cite, correcte avec ça et que, je cite, tout était consensuel. Elle va dire par la suite, j'ai seulement dit ce qu'il voulait que je dise. Tu sais, parce que on m'a demandé de me filmer, puis mais ça reflétait pas comment je me sentais à ce moment-là. Te rends-tu compte, Mario, qu'en plus d'avoir subi ça, puis qu'en plus d'avoir été amené là, si toutefois le tribunal devait reconnaître ses arguments, on fait enregistrer à cette fille-là, qui a manifestement été malmenée par ces garçons-là, une vidéo où elle va dire « Hey, tout était correct ». Mais ça veut dire qu'on est quand même conscient. Tu sais, ça peut jouer ces deux bords, ça peut aussi vouloir indiquer une conscience criminelle, là. Tu sais, si tu te fais un mécanisme de cacher. Ouais, si tu te fais un mécanisme de protection, c'est que tu sais qu'il y a quelque chose de pas correct. Et finalement, ben c'est pas le même événement, mais c'est vraiment dans le même ordre d'idée. Le fils de Shane Carson, l'ancien joueur du Canadien, qui lui prend le chemin de la prison. Oui, en quelques secondes, puisqu'on parle de culture toxique au hockey, ben l'ancien joueur des Voltigeurs, fils là, de Shane Carson, ancienne vedette du Canadien et homme fort, va s'en tirer avec 2 ans moins un jour de prison. Là. Alors, il va aller à la prison. Donc, il sera emprisonné plutôt qu'une sentence à domicile, ce qu'il espérait. Cette sentence a été rendue hier pour le viol collectif d'une adolescente de 15 ans à Drummondville. Et il y avait des co-accusés dans ça qui ont reçu des sentences moindres. Mais je veux juste te dire que ce que le juge a dit en terminant, parce que c'est le thème de la chronique. Alors, Paul Donegan, avant de condamner Noah Corson à cette peine, a dit la culture interne du hockey teinte son mode de pensée. Il connaît la popularité en parlant de Corson et le succès. On peut se permettre de croire qu'il a eu un certain sentiment d'impunité. Ça résume exactement ce que tu as dit aussi. Merci Félix, à demain. Au revoir.